Alors, Gisèle Hart est un électron libre, surtout libre, et un enfant. Un enfant dans le sens où je cultive ma liberté d'expression, ma liberté de penser, la curiosité. Je pose tout le temps des questions. Je n'ai jamais des réponses, heureusement. Et je cultive cette créativité parce qu'on oublie souvent en grandissant cette créativité. Nous sommes tous créatifs et ça c'est important pour tout un chacun pendant toute sa vie. Poser des questions, être créatif, essayer de trouver des réponses différentes, mais toujours questionner, se remettre en question. Pour le parcours au niveau des études, je préfère me considérer plus comme autodidacte. Même si j'ai fait des études, j'ai commencé au Brésil où j'ai fait les arts plastiques, communication visuelle. J'ai fait une spécialisation en fashion design, donc j'ai travaillé comme styliste de mode. Je suis partie à Paris pour faire un complément d'études et finalement je me suis mariée avec un Belge et en Belgique j'ai fait la publicité, le marketing, qui sont des choses qui me passionnent. Mais j'aime me considérer comme autodidacte parce que je pense que c'est là qu'on apprend réellement. C'est en cherchant l'information, en allant à des conférences, en lisant. Je suis une férue de conférences depuis que j'ai 8 ans. Quand j'assistais à ma première conférence, j'ai cassé les pieds de mon papa pour qu'il m'emmène avec lui dans cette conférence au soir. Je ne savais pas ce que c'était qu'une conférence. Il a cédé et ça a marqué ma vie parce que j'ai assisté à un monsieur qui écrivait des livres de développement personnel, qui était professeur de l'université, 3 diplômes universitaires, un doctorat, une femme, 3 enfants. Cet homme, il a fait pleurer, il a fait rire 250 personnes devant lui, sans faire du théâtre, sans un décor, avec un texte qui était purement sa vie. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que cet homme était aveugle depuis l'âge de 1 an, depuis son anniversaire d'1 an. Et ça m'a marqué pour toute la vie. Et en fait, toute ma jeunesse et ma vie adulte, je n'ai cessé au fond de chercher quelqu'un qui puisse donner autant d'émotions que cet homme-là a fait ce jour quand j'avais 8 ans. Donc j'ai assisté à des centaines de conférences. Alors la lecture, les conférences, discuter avec les gens intéressants, voyager, tout ça c'est de l'enseignement. Le diplôme a une valeur, mais les connaissances qu'on acquiert par soi-même, par sa curiosité, elles restent encore plus imprégnées en nous. Elles nous construisent encore davantage. Alors Talk to Lead aide les individus et les entreprises à mieux communiquer. Ça veut dire que Talk to Lead part aussi d'un constat. Le constat que, surtout dans le monde professionnel, aujourd'hui on communique très mal. On communique de façon froide, corporate. On a oublié le côté humain. Et c'est justement là qu'est la magie. La magie s'opère de cœur à cœur, pas de cerveau à cerveau. Et on est là avec Talk to Lead essentiellement pour donner des formations, l'accompagnement, le coaching dans l'art et la manière de communiquer de cœur à cœur. Comment? En racontant des histoires, que ce soit pour une présentation, que ce soit pour une négociation, pour un entretien d'embauche, pour manager, pour la politique, pour être un leader. Donc quoi que l'on fasse aujourd'hui, on a besoin de bien communiquer. Bien communiquer, c'est parler les yeux dans les yeux et de cœur à cœur. Alors je n'ai pas ressenti de difficultés particulières, j'étais bien accueillie. Et je pense que la question n'est pas si on est un homme ou une femme, si on est étranger ou pas. La difficulté réside à arriver dans un lieu, un pays, ça pourrait être une autre ville, où personne ne vous connaît et vous connaissez personne. Au Maroc, il faut savoir que ça fonctionne beaucoup par réseau. Les gens, ils ont besoin d'être en confiance avec nous avant de signer un contrat, avant d'aller de l'avant avec vous. Donc une personne qui commence
un business au Maroc, il faut savoir être préparé pour attendre 1 an, 2 ans avant de commencer à faire des contrats et à gagner sa vie. Le storytelling utilisé dans le business, que ce soit B2C ou B2B, est très important dans le sens où ça va humaniser la communication. Et aujourd'hui, le consommateur n'a plus besoin de services, des produits. Il a envie d'être lié à une marque, à un produit, à un service de façon émotionnelle. Aujourd'hui, on sait grâce aux neurosciences que nos décisions sont émotionnelles. Et les histoires provoquent l'émotion. Donc, on sait, les politiques, par exemple, ils utilisent ça. Des grandes marques comme Coca-Cola, Microsoft, Apple utilisent le ressort émotionnel pour attirer les clients et les fidéliser. Donc, cette technique est encore sous-exploitée, mais elle est très très importante et aussi pour garder son client interne, pour fidéliser ses employés, pour donner cette vision de qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons pour changer le monde autour de nous. On est tous aujourd'hui en quête de sens. Les jeunes générations, on en parle dans la presse tous les jours, si vous voyez les posts LinkedIn, on parle beaucoup de cette génération de zappeurs. Mais je ne pense pas que ce soit une génération de zappeurs, mais une génération qui a envie de vivre avec un sens dans sa vie. Savoir pourquoi j'existe, pourquoi je fais ce que je fais. Et le storytelling aide à donner un sens à notre vie et un sens à ce qu'on fait, aussi au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise. Alors la méthode ART, elle n'est pas hard du tout, elle est très simple et c'est une méthode qui apparaît dans ce livre ici que j'ai écrit en 2014. Pour résumer, ART, H, humain. Je ne cesse de dire ce mot, humaniser la communication, c'est-à-dire prendre en considération que la personne qu'on a en face, même si elle représente une entreprise, c'est un humain, avec un cœur, avec des désirs, avec des peurs, avec plein d'émotions. C'est cette personne humaine à qui on doit parler. Deuxièmement, analyse. Quand on s'exprime, quand on parle, quand on présente, à qui on parle? Quand on raconte des histoires, la chose la plus importante, ce n'est pas tellement mon histoire, c'est à qui. Pourquoi c'est approprié pour ce public-là? Donc, analyser mon auditoire et raconter l'histoire qui est pertinente pour ce public cible. R comme rédaction, rédiger. Trop souvent, quand je vois des gens en coaching ou dans des formations, je leur demande de raconter une histoire et de la rédiger. Et on me dit, mon histoire, elle est là. Alors, c'est pas bien. Elle doit être rédigée pour qu'on puisse analyser quels sont les mots qui sont vraiment appropriés. On ne va pas improviser et risquer d'échouer. Parce que dans la communication, le dicton qui dit c'est la première fois, la première impression qui compte est valable aussi. On n'a pas une deuxième chance de faire une bonne impression. Donc c'est important de rédiger. Pourquoi? Parce qu'après, on va retravailler. Son pitch, c'est comme ça. Il faut l'écrire, il faut le pratiquer, il faut le refaire, jusqu'à ce qu'il soit vraiment au point. D comme design. Dans ce livre, je parle de la présentation avec storytelling. Premier chapitre, c'est comment rédiger son histoire, son argumentaire avec le storytelling. Deuxième chapitre, comment on va designer des slides pour montrer au public notre message. Et le troisième, comment délivrer le message. Quand je parle de design, ici, c'est le design des supports visuels. Mais si on parle d'une prise de parole sans support visuel, on peut considérer que le design, c'est son apparence, c'est sa gestuelle, c'est tout ce qu'on représente,
qui doit être en accord, en harmonie avec les mots qu'on prononce. Le message, il est transmis à travers un tout, notre image, notre façon de parler, de nous mouvoir. C'est un ensemble, ça doit être cohérent pour passer le bon message. Donc penser design, c'est penser image qu'on transmet. Et le T, training. Il faut s'entraîner. Que ce soit pour une présentation, un pitch, que ce soit pour passer une épreuve à l'oral ou même faire l'entretien d'embauche, on doit rédiger ce qu'on compte exprimer et s'entraîner devant le miroir, s'entraîner en enregistrant en vidéo, en audio, en s'écoutant. Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'on est en train de raconter quelque chose qui va être trop compliqué à comprendre, par exemple. Et c'est en entendant sa propre voix qu'on peut avoir assez de sens critique pour dire, tiens, est-ce que les gens vont comprendre facilement ce que je raconte? Et toujours s'entraîner, toujours s'améliorer. Alors, je pense qu'au Maroc, on a toutes les conditions réunies pour réussir, pour faire son business, pour faire de l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'initiatives, de soutien, que ce soit pour les hommes, encore plus, je dirais, pour les femmes. Et au niveau de l'entrepreneuriat pour les petites et moyennes entreprises, ce que je vois souvent, c'est une défaillance au niveau du management. Souvent, et la plupart des entreprises au Maroc sont des PME qui ont été créées au niveau de la famille. Donc, les personnes qui sont à la tête de ces PME, les chefs d'entreprise, n'ont pas forcément été éduqués pour manager du personnel. Et l'entreprise a grandi et il faut gérer l'humain. Et ça, c'est le point difficile. On sait que les gens ont une sensibilité. On ne peut pas les traiter n'importe comment. Il faut savoir être assertif dans sa communication. Et je pense que les chefs d'entreprise, des PME surtout au Maroc, auraient tout intérêt à aller se former davantage sur la communication assertive, sur le leadership, sur le management humain. Et ça serait beaucoup plus agréable aussi pour les employés. Aujourd'hui, on voit au Maroc un manque de fidélité à son entreprise. Il y a un grand turnover qui n'existe pas. J'ai parlé encore hier avec le directeur général de IBM en France, qui m'a dit en France, on n'a pas ce problème qu'il y a au Maroc de turnover. Et pourquoi on a ces problèmes? Justement à cause de ce management qui est défaillant. Donc, ça serait beaucoup plus agréable pour l'employé et ça serait beaucoup plus rentable pour le chef d'entreprise de travailler ce côté humain, relations humaines et son leadership. Et un leadership bienveillant. Alors, je pense que les femmes au Maroc entreprennent. Elles entreprennent dans les petits commerces, en entreprises individuelles, parfois informelles. Mais ce qui leur manque pour construire un business peut-être plus étendu ou plus lucratif, ce sont deux choses à mon avis. Une chose, c'est avoir une vision plus stratégique. C'est vraiment aller analyser la situation et créer une stratégie. Deuxièmement, très important, c'est le networking. Créer un réseau de networking, pas seulement dans les clubs de réseautage féminin, mais dans le club mixte aussi, faire partie des chambres de commerce, faire partie des associations. Et aujourd'hui au Maroc, les gens sont mal informés quant à toutes les possibilités pour le soutien de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat féminin. Il y a énormément d'initiatives pour soutenir la femme qui veut se lancer. Il y a des pépinières, il y a des subsides, mais les gens ne sont pas suffisamment bien informés pour ça. Alors informez-vous, profitez de ces moyens qui sont mis à votre disposition et surtout
ayez un fort réseau, faites du networking et c'est ça la force en fait, c'est d'être ensemble, main dans la main et se soutenir. Pour les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs, je ne fais pas beaucoup de différence. La première chose, c'est allez-y, lancez-vous et n'ayez pas peur de l'échec. Tout le monde échoue, c'est naturel et c'est un apprentissage. Comme dans les films que vous voyez, puisque je parle de storytelling. À quel moment le héros apprend une leçon? C'est au moment des échecs, c'est au moment de difficultés, de surmonter les difficultés. On n'apprend jamais rien dans la victoire. Victoire, c'est les vacances de l'école de la vie. On apprend dans les moments de difficulté. Donc allez-y, n'ayez pas peur d'échouer. Il faut arrêter avec la culture de la peur, de l'échec. Il faut changer les mindsets, il faut changer nos mentalités. Et sinon, je dirais que j'ai 5 conseils, pas un, pour tout un chacun, pour réussir sa vie personnelle comme professionnelle. J'aime bien dire que notre bonheur se trouve ici, dans notre main. Et pourquoi? Je vais vous montrer et vous allez mémoriser les 5 points. Première chose, avoir une vision positive de soi. Avoir une bonne opinion de soi. S'aimer, s'apprécier, valoriser les talents que nous avons, valoriser la personne que nous sommes et la personne que nous sommes en train de devenir, qui change chaque jour, qui se transforme. Deuxièmement, le sens. Savoir quel est le sens que je veux donner à ma vie. Quand je parle de sens, je ne parle pas forcément d'un but, je parle du sens général. C'est se demander pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission de vie et suivre dans ce sens. Imaginez quand je ne serai plus là un jour, qu'est-ce que je veux avoir laissé sur Terre, de quelle façon je peux améliorer, changer un peu la vie des gens qui m'auront côtoyé. Donc, une bonne image de soi, une image positive de soi, savoir dans quel sens on veut donner dans sa vie. Troisième, c'est le doigt de la communication. C'est le plus grand. Ça veut dire que la chose la plus importante pour quelqu'un qui veut entreprendre est savoir communiquer. Vous avez peut-être le meilleur projet du monde, mais si vous ne savez pas communiquer, enthousiasmer les autres, le faire adhérer à votre idée, il ne va pas sortir du papier, vous n'allez pas réussir. Donc communiquer est essentiel. Le quatrième doigt, c'est le doigt de l'alliance, n'est-ce pas? C'est là où on est fiancé, où on est marié. C'est comment une alliance, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Eh ben, apprendre dans la vie, c'est comme ça aussi. On ne doit jamais arrêter d'apprendre. Apprendre en continu, tous les jours. J'estime qu'une journée passée sans apprendre ne serait-ce qu'une nouvelle chose est une journée perdue. Une journée perdue, on sait, elle est perdue à jamais. Jamais on peut récupérer quelque chose à ce niveau-là, du temps passé. Ça, c'est le trésor le plus précieux. Et ça, c'est un message aussi que je vais donner aux jeunes. Vous êtes tous millionnaires. Tous millionnaires. Parce que la chose la plus importante, celle qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est le temps. Et vous êtes jeune, vous avez beaucoup de temps devant vous. Aussi le temps de commettre des erreurs, d'échouer, mais surtout d'apprendre. Donc, vous êtes potentiellement tous des millionnaires. Cinquième doigt, c'est le plus petit. C'est le petit chouïa. Ça veut dire quoi? Quoi que vous fassiez, faites toujours un chouïa de plus. Vos collègues étudient 5 heures par jour, étudiez 5 heures et demie par jour. Vous avez un client, donnez-lui un chouïa de plus. Faites toujours un petit peu plus. Et sortez de votre zone de confort en faisant un peu plus que vous ne croyez capable. Et je pense que si vous faites ces 5 choses-là, votre avenir, il est entre vos mains et vous allez réussir.